Au nord du Burkina Faso, là où le sable efface les routes, une ville neuve surgit de la poussière avec une régularité presque militaire. Sans ONG, sans contrats importés, seulement des camions, des briques locales et des poignées calleuses qui montent des murs. Pourquoi Ibrahim Traoré miserait-il sur des fondations modestes plutôt que sur des promesses sonores, et qu'est-ce que cela change pour ceux qui ont tout perdu ? Sous le soleil du Sahel, la dignité cesse d'être un slogan. Elle devient des toits, des puits, des classes et l'idée troublante qu'un pays peut se relever par lui-même. La promesse n'est pas de construire des murs, mais de redéfinir ce qu'un peuple peut faire sans permission. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso affirme que l'indépendance ne se mesure plus en discours, mais en mètres cubes de béton posés par ses propres mains. Le bénéfice est clair, chaque maison bâtie avec des ressources locales devient un symbole d'autonomie politique et de guérison collective. Derrière cette entreprise se cache un pari. Si une nation parvient à transformer ses déplacés en bâtisseurs, elle efface la frontière entre secours et souveraineté. Mais cette transformation a un prix, le regard froid du monde extérieur, silencieux, face à une expérience qui remet en cause tout un modèle de dépendance. La ville de la Renaissance n'est donc pas un simple chantier. C'est un manifeste, une question adressée à tous. Combien de nations oseront reconstruire sans tutelle ? Car ce qui se joue ici n'est pas seulement l'urbanisme, mais la capacité d'un continent à se réinventer dans la poussière. La révélation est tombée presque par hasard. En 6 mois, une cité entière s'élevait là où régnait le désert et la peur. Plus de 12 000 foyers en construction, des écoles, des cliniques et des routes tracées à la vitesse d'une opération militaire. Personne ne s'y attendait, car aucun communiqué, aucune institution internationale n'avait annoncé ce projet. Les premières images captées par des drones locaux ont suffi à enflammer les réseaux. Le Burkina Faso bâtissait son avenir, seul. Sous la houlette d'Ibrahim Traoré, cette transformation n'avait rien d'un projet humanitaire classique. C'était une démonstration de souveraineté, prouver que les déplacés pouvaient devenir les artisans de leur propre résurrection. Les camions militaires transportaient du ciment, pas des armes. Les officiers coordonnaient les ingénieurs civils, pas les bataillons. Les ouvriers portaient des uniformes, mais leur combat se livrait contre la dépendance, non contre un ennemi visible. Avant cette décision, le pays vivait l'une des pires crises de déplacement interne au monde. Plus de 2 millions de personnes avaient fui leur village, piégées entre la sécheresse, la famine et la violence. Les villes débordaient, les abris improvisés s'entassaient et l'espoir semblait s'effriter dans la poussière rouge des périphéries. Quand les institutions parlaient de « urgence humanitaire », Traoré y voyait un verdict, celui d'un système incapable d'assurer la dignité de ses propres peuples. En posant son doigt sur une carte et en désignant les terres abandonnées, il a inversé la logique de l'aide. Si nous avons repris cette terre aux hommes armés, pourquoi ne pas la reprendre pour notre peuple ? De cette phrase est née la ville de la Renaissance, un chantier social, politique et spirituel. Une reconstruction matérielle, certes, mais surtout une refondation morale, le droit de bâtir, enfin, sans mendier. Dans ce récit, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un chef d'État distant, mais comme un guide de terrain. Il visite les chantiers, parle aux ouvriers, écoute les anciens déplacés lui raconter ce qu'ils ont perdu. Chaque témoignage devient un fragment d'histoire nationale recousu à la main. Un ancien cultivateur, devenu maçon, dit qu'il ne reconstruit pas seulement sa maison, mais sa dignité. Une mère, qui portait autrefois ses enfants dans des camps de fortune, transporte aujourd'hui des briques pour leur avenir. Un jeune orphelin apprend à conduire un bulldozer. Pour lui, l'engin n'est plus une arme de guerre, mais un outil de renaissance. Ces destins ordinaires, rassemblés par une même volonté, donnent au projet une texture humaine que les statistiques ne peuvent pas traduire. Les murs se lèvent comme des prières silencieuses, portées par la fatigue et la foi. Très vite, l'impact dépasse la symbolique. Les villages alentours envoient des volontaires, les écoles locales redoublent d'inscriptions et les marchés revivent autour des chantiers. Le mouvement se propage comme une onde. Plus qu'une réinstallation, c'est une conversion du désespoir en énergie productive. Même ceux qui doutaient se surprennent à croire.
Dans ce pays longtemps classé parmi les plus pauvres du monde, la pauvreté cesse d'être une fatalité. Ce que Traoré déclenche ici n'est pas une campagne d'infrastructure, c'est une reconquête psychologique, un apprentissage collectif de la résilience. Et dans le bruit des marteaux et des moteurs, une vérité nouvelle émerge. La souveraineté commence au seuil de chaque maison reconstruite. Tout a commencé un matin de saison des pluies, quand Ibrahim Traoré a posé sa main sur une carte et désigné une zone jadis occupée par les groupes armés. Si nous avons pu libérer cette terre, pourquoi ne pas la rendre à ceux qu'elle a chassés ? Cette phrase a marqué le point d'inflexion d'une trajectoire politique inédite. Les ministres présents ont cru d'abord à un symbole. Mais dès la semaine suivante, les engins militaires sont entrés dans la région de Kaya, escortés non par des soldats en armes, mais par des ingénieurs. Des bulldozers ont aplani les champs minés, les premiers puits ont été forés, et des routes provisoires ont relié le chantier à la capitale. Les ordres étaient simples. Aucune sous-traitance étrangère, aucune aide conditionnée. Tout serait fait par des Burkinabés. En 3 mois, les camions se sont succédés jour et nuit. Chaque livraison de ciment devenait un message politique, un sac de plus, une promesse tenue. Les ouvriers dormaient sous des tentes, les femmes cuisinaient sur place et les enfants jouaient parmi les briques, séchant au soleil. Les images de drones ont circulé sur les réseaux locaux, montrant des alignements de fondations neuves, tracés avec une précision géométrique. Les citoyens de Ouagadougou, puis de Dori, ont commencé à envoyer de l'aide, bois, eau, nourriture. Peu à peu, le chantier s'est transformé en mouvement national. Les médias occidentaux, surpris par le silence du gouvernement, ont d'abord cru à un projet militaire secret. Mais les premières images de la ville de la Renaissance ont révélé autre chose, un laboratoire d'autodétermination, un espace où les déplacés devenaient bâtisseurs, où les victimes redevenaient sujets de leur histoire. Le slogan improvisé « Pas de sauveur, pas de maître » s'est répandu dans tout le pays, les dons se sont multipliés, les syndicats se sont impliqués, et la diaspora a commencé à financer les équipements solaires. Cette dynamique a profondément bouleversé les codes. Pendant des décennies, les projets de développement africains suivaient un modèle linéaire. Études, prêts, appels d'offres, délais, corruption. Traoré a tout inversé. Action d'abord, justification ensuite. Et parce que cette approche a produit des résultats visibles, elle a fait trembler ceux qui vivaient de la lenteur administrative. Aujourd'hui encore, la poussière du chantier se mêle à celle de la révolution intérieure. Ce n'est plus seulement une ville qui prend forme, mais une idée, celle d'un pays qui ne demande plus la permission d'exister. Les toits rouges de la Renaissance se dressent comme des drapeaux silencieux au-dessus des plaines du Sahel. Et pour beaucoup, le bruit des marteaux vaut mieux que 1000 promesses diplomatiques. Le tournant mesurable du projet est apparu dès le 6e mois de construction. Sur ce territoire, 12 000 foyers ont été planifiés, 7400 déjà montés à mi-parcours, un chiffre inédit dans un pays où la plupart des projets publics stagnent à 40% d'exécution. Chaque donnée raconte la même histoire. Un rendement national inattendu, sans prêt étranger ni assistance technique. L'analyse énergétique montre un autre bond. 38% de la consommation du site provient déjà de l'énergie solaire, fournie par des stations installées localement. Avant le chantier, la proportion nationale n'était que de 10%. Cette multiplication par 4 en moins d'1 an traduit la rapidité d'adaptation des ingénieurs burkinabés. Chaque panneau, chaque batterie devient un acte d'indépendance, une pièce d'un puzzle énergétique qui échappe aux circuits importés. Les chiffres sociaux sont tout aussi révélateurs. Plus de 18 000 emplois directs ont été créés sur le site, dont 42% occupés par d'anciens déplacés. Cela signifie que près d'un ouvrier sur 2 construit la maison d'un voisin ou la sienne. Ce simple ratio transforme l'économie du relogement. Le travail devient l'aide et non l'inverse. Les enquêtes de terrain montrent aussi une baisse de 27% des départs vers la capitale, signe que les nouvelles zones urbaines retiennent la population par leur viabilité. À l'échelle du pays, ces résultats contredisent tous les pronostics. Les bailleurs étrangers prévoyaient un ralentissement dû au manque d'expérience locale. Or, la productivité des équipes militaires et civiles a dépassé de 23% les estimations du ministère des Infrastructures. Même les coûts unitaires ont chuté. Construire une maison à la Renaissance
revient à 2800 $ contre 4600 dans les programmes internationaux précédents. Cette économie d'échelle, près de 40%, s'explique par l'utilisation de matériaux régionaux et la suppression des marges d'intermédiaires. Mais au-delà des chiffres, l'impact humain reste la mesure la plus éloquente. Chaque famille relogée bénéficie d'un terrain agricole de proximité et d'un accès à l'eau potable à moins de 150 mètres de son habitation. Ce détail, souvent négligé dans les politiques d'aide, modifie profondément la stabilité économique des foyers. La distance moyenne à une école est de 9 minutes de marche, un record pour les zones rurales du Sahel. Ces paramètres, simples en apparence, traduisent une révolution discrète, l'efficacité sociale née de la souveraineté. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, la donnée cesse d'être un argument technique. Elle devient une preuve politique, la matérialisation de l'idée que le Burkina Faso peut produire ses propres indicateurs de succès sans validation externe. Les nombres ne mentent pas. La reconstruction n'est plus un rêve, c'est une équation résolue par ceux qu'on disait dépendants. Les critiques n'ont pas tardé à se faire entendre, surtout à l'étranger. Pour certains observateurs, Ibrahim Traoré aurait lancé une utopie coûteuse, un projet émotionnel qui risque de détourner des ressources vitales d'un pays en crise. Il souligne l'absence d'audit indépendant, la centralisation du pouvoir et la difficulté à maintenir un tel effort sans appui extérieur. Dans leur rapport, les analystes européens et américains évoquent un modèle non durable, insistant sur la dépendance du Burkina à son nord et sur l'épuisement budgétaire prévisible. Pourtant, ces critiques s'appuient souvent sur les schémas mêmes que Traoré conteste. Leur logique part du postulat que l'Afrique ne peut se développer qu'à crédit, sous supervision technique et financière. Or, la ville de la Renaissance démontre l'inverse. La production locale, la planification militaire et l'engagement civil peuvent réduire le coût unitaire tout en accélérant les délais. La réussite partielle du chantier, déjà plus de 7000 logements livrés, agit comme une réfutation en chiffres. À l'intérieur du pays, d'autres voix, plus nuancées, rappellent les défis. L'entretien des infrastructures, la formation continue des nouveaux habitants, la pression démographique. Ces avertissements ne sont pas ignorés. Le gouvernement a mis en place des comités de suivi communautaire, composés de résidents eux-mêmes pour éviter la dérive bureaucratique. Chaque quartier élit ses délégués chargés du contrôle des ressources et de la gestion des services de base. Cette approche, inspirée du modèle coopératif, réduit la distance entre État et citoyens. En définitive, la tension entre sceptiques et partisans résume l'enjeu central. La ville de la Renaissance n'est ni un miracle, ni une folie. C'est une expérimentation politique grandeur nature. Elle questionne la dépendance historique, prouve la compétence nationale et oblige le monde à regarder différemment la capacité africaine à planifier pour elle-même. Et si les erreurs sont inévitables, elles seront désormais locales, et donc réversibles. Une maison, dit Ibrahim Traoré, c'est une arme contre le chaos. Cette phrase, brève et tranchante, a marqué le milieu du récit comme un coup de tonnerre. Elle révèle la philosophie cachée du projet. Dans un pays encerclé par l'instabilité, l'acte de loger son peuple devient un geste révolutionnaire. À partir de ce moment, la ville de la Renaissance cesse d'être un chantier. Elle devient une stratégie de défense nationale, un bouclier social. Chaque toit, chaque puits, chaque lampe solaire est conçu comme une fortification civile. Le projet, tenu secret pour éviter les ingérences, s'organise selon une logique de précision militaire. Aucune marque étrangère, aucune dépendance visible, aucune concession. Les entreprises publiques et les unités de génie national remplacent les grands groupes internationaux. L'économie locale, longtemps marginalisée, se transforme en moteur autonome. Et tandis que les critiques à l'étranger s'étonnent du silence de Ouagadougou, les Burkinabés, eux, y entendent le bruit d'une libération. L'indépendance ne se proclame plus, elle se construit. Et ce que le monde prend pour isolement ressemble pour ceux d'ici à la première respiration libre depuis des décennies. L'impact concret du projet dépasse le territoire du Burkina Faso. Dans les zones rurales, la ville de la Renaissance a inversé les flux migratoires. Les départs vers la capitale ont chuté de près d'un tiers en un an. Les marchés locaux renaissent, les ateliers d'artisans se multiplient et la demande en matériaux locaux a quadruplé. Les paysans, redevenus propriétaires,
cultivent désormais autour de leur maison plutôt que de dépendre des rations humanitaires. Pour les habitants, la différence est immédiate. Sécurité, eau potable, électricité. Les enfants fréquentent des écoles construites à 10 minutes de marche. Les femmes participent à la gestion communautaire des quartiers. Ceux qu'on appelait déplacés se redécouvrent citoyens. La pauvreté n'est plus un statut, mais une phase qu'on dépasse ensemble. La relance locale s'est traduite par la création de milliers d'emplois stables. Les formations professionnelles, souvent improvisées sur les chantiers, se sont transformées dans filières reconnues. Des maçons, des menuisiers, des électriciens ont émergé d'anciens camps informels, donnant naissance à une nouvelle classe ouvrière burkinabé. Pour la première fois, le travail manuel devient un moteur de prestige social. Les États voisins observent le modèle avec prudence, mais aussi admiration. Au Mali et au Niger, des délégations d'ingénieurs sont venues étudier la méthodologie. Les gouvernements y voient une alternative aux programmes dépendants des bailleurs internationaux. Même l'Union africaine a évoqué la renaissance urbaine burkinabé comme un prototype d'autonomie. L'influence de Ibrahim Traoré s'étend au-delà des frontières. Il incarne désormais la possibilité d'un développement décolonisé. Le silence de l'Occident, d'abord méprisant, se fait aujourd'hui prudent. Les chancelleries craignent un précédent politique, celui d'un État africain prouvant qu'il peut reconstruire sans dette. Les grandes agences d'aide internationale redoutent la contagion d'un tel exemple, mais dans les forums du Sud, l'idée s'enracine. Et si la souveraineté commençait par un logement, ces 4 dynamiques convergent vers un même constat. Le Burkina Faso ne se contente plus de survivre. Sous la conduite de Traoré, il redéfinit la réussite par des résultats tangibles, routes tracées, foyers électrifiés, enfants instruits. Le pays redevient acteur de son propre récit. Et dans le silence du désert, la fierté collective résonne comme une musique neuve, celle d'un peuple qui a cessé d'attendre pour commencer à bâtir. À court terme, 3 trajectoires se dessinent pour la ville de la Renaissance et, au-delà, pour le Burkina Faso. La construction se poursuit à un rythme régulier. 20 000 logements livrés d'ici 12 mois et l'intégration complète des premiers services municipaux. Les écoles fonctionnent, les cliniques ouvrent et les circuits économiques locaux consolident leur autonomie. Le pays prouve alors qu'une reconstruction sans dette est viable mais exigeante. Ce scénario repose sur une stabilité interne et la discipline budgétaire maintenue par le gouvernement de Ibrahim Traoré. Les succès logistiques et symboliques attirent d'autres pays sahéliens. Mali, Niger et Guinée commencent à adopter le modèle autonomie communautaire. Une alliance technique régionale se forme, mutualisant les ressources et les savoir-faire. Le Burkina devient un pôle de référence, une école de la reconstruction souveraine. Dans cette hypothèse, la croissance endogène du pays pourrait atteindre 6% sur l'année suivante, stimulée par les infrastructures rurales. La Renaissance cesse d'être un lieu, elle devient une doctrine politique panafricaine. Les pressions extérieures s'intensifient, restrictions de crédit, menaces diplomatiques, campagnes médiatiques hostiles. La souveraineté burkinabé serait mise à l'épreuve. Des retards apparaissent sur les chantiers, les approvisionnements ralentissent et la lassitude sociale gagne du terrain. Mais même dans cette hypothèse, la base culturelle et psychologique du projet resterait solide. Le peuple a goûté à l'autonomie. Reculer ne signifierait pas abandonner, seulement apprendre à durer. En toute probabilité, la réalité se situera entre ces 3 courbes. L'avenir dépendra de la capacité du pays à institutionnaliser la méthode Traoré. Un leadership qui mise sur la cohérence locale plutôt que sur la validation externe. Car dans un monde où tout progrès africain semble conditionné, le simple fait de construire sans permission est déjà une victoire politique. La transformation burkinabé n'est pas qu'un fait d'État. Elle touche ceux qui regardent, qu'ils soient voisins ou lointains. Pour les jeunes Africains, Ibrahim Traoré devient l'incarnation d'un rêve concret, celui de bâtir sans attendre d'aide. Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages circulent. Étudiants, ouvriers, artistes, tous se reconnaissent dans ce récit d'émancipation par le travail. La fierté devient contagieuse et l'idée d'autonomie cesse d'être théorique. Dans les foyers du Sahel, les familles commentent les vidéos de la ville de la Renaissance comme on suivrait un feuilleton collectif. Les enfants apprennent à écrire le mot «
renaissance, avant même celui de crise. Chaque nouvelle maison, chaque lampe solaire allumée la nuit inspire une génération entière. Les gens n'y voient pas un miracle, mais une preuve. La démonstration qu'il existe une alternative à l'attente. Les Burkinabés de la diaspora, eux aussi, redécouvrent leur pays autrement. À Paris, à Abidjan, à Montréal, des associations collectent des fonds, non pour aider, mais pour participer. Le vocabulaire change. On ne parle plus d'assistance, mais d'investissement civique. Cette nuance subtile mais décisive marque un renversement de mentalité. L'émotion que suscite cette expérience dépasse les chiffres. C'est un sentiment de dignité retrouvée, un rappel que le progrès peut naître d'un marteau, d'une pelle, d'une idée portée ensemble. La ville de la Renaissance n'est pas seulement une construction physique, c'est une réparation symbolique. Elle dit à chaque Africain « Ta place n'est pas d'attendre, mais de bâtir ». Et ce message, venu du cœur du Sahel, touche plus loin que n'importe quel discours diplomatique. Pour pérenniser la ville de la Renaissance, Ibrahim Traoré et son équipe ont défini une feuille de route en 5 étapes claires. Les entreprises publiques et coopératives locales doivent absorber la totalité des chantiers restants. L'objectif est de zéro sous-traitance étrangère afin que chaque franc investi renforce la chaîne nationale. Chaque quartier dispose désormais d'un centre professionnel où l'on enseigne maçonnerie, agriculture, maintenance solaire. Ces formations transforment les bénéficiaires en gardiens actifs du projet. Ainsi, la maintenance devient un réflexe collectif, non une dépendance technique. Les registres fonciers, les services d'eau et d'électricité seront centralisés sur une plateforme publique, hébergée localement. L'objectif est d'éviter la corruption, d'assurer la traçabilité et d'inspirer d'autres villes africaines à créer leur propre système souverain. Des délégations techniques du Mali, du Niger et de la Guinée travaillent déjà sur des adaptations du concept. Un réseau sahélien d'ingénierie citoyenne pourrait voir le jour avant la fin de l'année prochaine. Chaque district élira un conseil mixte avec représentation des jeunes et des femmes. Ces instances locales, soutenues par l'État, garantiront la durabilité sociale et politique de l'expérience. À travers cette architecture progressive, Traoré veut prouver qu'une ville n'est pas un miracle ponctuel, mais une méthode réplicable. La Renaissance n'est pas un aboutissement, mais un prototype d'autonomie. Et si cette méthode s'enracine, elle pourrait redessiner la carte politique du Sahel. Quand le dernier mur s'est dressé, un silence a traversé le chantier. Les ouvriers ont posé leurs outils, certains ont pleuré, d'autres ont simplement regardé le soleil couchant glisser sur les toits rouges. Dans ce moment suspendu, Ibrahim Traoré est revenu sur les lieux. Il n'a pas prononcé de discours, il a simplement dit « C'est ici que la peur s'arrête ». Le vieux cultivateur rencontré au début du projet a posé la main sur une brique et murmuré « J'ai bâti ma mémoire ». Cette phrase résume tout. La reconstruction n'est pas seulement matérielle, elle est intime. Chaque mur est une prière, chaque pierre un souvenir racheté. Le peuple du Burkina Faso n'a pas rebâti des maisons, il a retrouvé un sens, une continuité, une identité. Dans les écoles nouvellement ouvertes, les enfants tracent à la craie le mot Renaissance. Leur rire résonne là où régnaient jadis les cris de fuite. Et pour ceux qui doutaient encore, la ville prouve que l'espérance peut être mesurée. Non en promesses, mais en briques posées. Le Sahel, jadis synonyme de fragilité, devient le berceau d'un nouvel imaginaire africain. Une phrase, gravée dans la poussière, s'impose. La liberté se construit, pas ne se déclare. L'histoire de la ville de la Renaissance ne s'achève pas ici. Elle continue dans chaque main qui bâtit, chaque regard qui ose rêver au-delà des ruines. Ibrahim Traoré a rappelé que l'indépendance n'est pas un statut politique, mais une discipline quotidienne, celle de croire que son destin dépend de soi. Cette leçon dépasse les frontières du Burkina Faso. Si une nation peut renaître sans dette ni maître, que pourrait faire un continent entier qui cesse d'attendre ? Et si la véritable modernité n'était pas dans les tours de verre, mais dans la capacité d'un peuple à loger dignement ses enfants ? Ces questions, simples mais implacables, resteront suspendues au-dessus des toits rouges du Sahel. La ville de la Renaissance n'appelle pas à l'admiration, mais à la participation. Chaque spectateur devient témoin, chaque témoin peut devenir acteur. Alors, à toi qui lis ou écoutes cette histoire, si ton pays devait se relever, par où commencerais-tu ? Par la parole ou par la première pierre ?